Compatriotes congolais, aujourd'hui nous nous retrouvons une fois de plus pour parler de la République démocratique du Congo. Nous sommes mercredi 11 août 2021 et nous sommes au rendez-vous bien sûr pour parler de la République. Comme il a été prévu, nous allons parler des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde et voir comment la diaspora a vu l'évolution durant les 100 jours de la gestion de ce gouvernement de Sama Lukonde. En fait, nous allons donner cette évaluation des warriors, comme on appelle ça, mais en règle générale, je peux dire, nous pouvons dire que les compatriotes de la République, ou du moins les ressortissants congolais, ont vu la renaissance de l'émergence d'une nouvelle RDC, un état des droits est en train de renaître, et cela explique le calme qui se trouve ici dans la diaspora et aussi au pays. Ça, il faut bien le reconnaître. Et vous savez bien que dans les débuts, nous ici dans la diaspora, on se battait. Nous nous sommes beaucoup battus pour ce pays. Presque chaque semaine, on devrait écrire des mémos. Et les mémos étaient déposés au niveau des ministères de l'Intérieur, donc le ministère des Affaires étrangères. Et tout cela, le but était d'accuser le pays, d'accuser les dirigeants de ce pays. Et nous l'avons fait sous Mobutu, sous Kabila. Bon, ça c'était vraiment irrégulier. Et nous avons beaucoup accusé notre pays à l'extérieur, mais actuellement, nous ne leur donnons plus cette matière de critiquer la RDC. Et nous pouvons dire qu'en règle générale, avant d'arriver à l'analyse du gouvernement de Condé, nous pouvons d'abord dire que cette quiétude qui est constatée au pays et à l'extérieur du pays, nous pouvons mettre cela sur le compte de Félix Antoine Tshisekedi, qui en fait a fait que nous soyons respectés ici dans ces pays de l'Occident. Donc actuellement, Félix est regardé dans ce pays avec les lunettes d'un vrai combattant de paix. C'est quelqu'un qui est en train de faire un effort pour la paix. Donc le blanc ou les occidentaux qui ont connu ce que c'est la guerre, voir un compatriote, un Congolais ou du moins un Africain, un Noir, un Nègre, penser à la paix, ça c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Parce qu'on sait qu'en Afrique, nous avons cette coutume de recourir toujours aux armes, à se battre, à s'insulter à chaque jour. D'ailleurs, nous l'avons fait, c'était normal, mais maintenant que Félix est là, tout est calme. Donc, ça c'est le premier fait, c'est que nous sommes maintenant respectés ici. Deuxièmement, Félix a démontré son leadership. Ça, il faut aussi y voir. Félix s'est imposé, ou du moins il a imposé sa marque de gouvernance, c'est-à-dire ne pas recourir aux armes, à faire tuer les gens, à ne pas respecter les droits de l'homme. Donc Félix a pris la paix comme étant son cheval de bataille, et c'est cela. On est en train de voir une certaine stabilité au niveau du fonctionnement des institutions. Les institutions ne se battent plus, donc il y a un ordre et chaque institution est presque indépendante. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez que dans les milieux occidentaux, on se préparait déjà à un chaos qui devrait exister dans ce pays. Et vous savez qu'il y a eu même des bateaux qui s'étaient déjà marrés au large du Gabon pour faire sortir les ressortissants. Parce que dans leur tête, ils pensaient bien que le noir tel que nous le connaissons, eh ben, il y aura un chaos avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Mais ce qui est en train de se passer étonne tout le monde. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison de cette inquiétude est que Félix a démontré qu'il a la volonté de développer
ce pays. Parce que les Blancs aussi sont fatigués de donner souvent l'argent, d'aider les gens qui ne peuvent pas se relever. Ça, soyons-en sûrs. Les Blancs n'ont jamais, les Occidentaux n'ont jamais été contre nous. Ils préfèrent que nous soyons aussi, que nous puissions nous ressaisir. On n'a pas compris cela, mais maintenant, on est en train de voir ça. Félix a démontré qu'un nègre est capable aussi d'étonner, et c'est ce qu'il est en train de faire. Félix a réuni autour de lui les ennemis même de son père, les ennemis de l'UDPS, il les a tous réunis. Et il a réuni aussi ses adversaires politiques, il les a mis ensemble. Et ça, c'est vraiment très très grand dans le chef d'un occidental, d'un blanc. Voilà en fait quelque chose de très important qui est fait qu'il y a cette quiétude et la diaspora a adhéré à l'idée. Aujourd'hui, aller dans des ministères, écrire des mémos et accuser le pouvoir en place, on vous prendra pour un fou. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire. Donc Félix a réellement récupéré son impérium du pouvoir. Il a réussi à donner de l'espoir à notre peuple. Donc voilà, le gouvernement de... Maintenant, nous allons parler du gouvernement de 100 jours. Au niveau du gouvernement de 100 jours, il y a à avoir le point A. Donc nous partons du point A jusqu'au point B. Et cela, c'est dans cette évaluation que nous aurons bien sûr à faire, le gouvernement de Samalou Condé. Nous n'allons pas faire seulement cette évaluation seulement au gouvernement, parce que le gouvernement, en fait, c'est une partie d'un tout de la République. Il y a autant d'institutions dans ce pays. Et tout recourt à la gestion, à la bonne gestion pour que le peuple soit satisfait. Donc nous ne pouvons pas analyser seulement le gouvernement Samalou Condé sans pour autant analyser aussi les autres partis qui composent réellement la République démocratique du Congo. Et toutes ces parties, nous les avons regroupées au nombre de 10. Nous avons le gouvernement, ça c'est là où se trouve Samalou Condé. Et nous avons le Parlement, et nous avons la justice comme pouvoir. Nous allons analyser, nous allons donner des cotations sur la presse. Nous avons l'armée, ce sera aussi là, l'armée et la gendarmerie. Je parle de la gendarmerie parce que nous n'avons pas la police chez nous. Il y a aussi les services spéciaux sur lesquels nous allons parler un peu. Nous allons parler du trésor public. Nous allons parler du corps de l'inspectorat, donc les inspecteurs de la République. Nous allons voir aussi le corps scientifique et culturel qui est tout le temps mêlé à la politique, et nous allons voir comment cela se passe. Et nous allons parler de l'Église. En fait, ce sont les différentes parties de tout un corps qui forment la République que nous aurons à évaluer aujourd'hui. Nous commençons par le point 1. Le point 1, on parle de l'administration de la République. Ça, nous devons bien nous attendre. Le chef de l'administration de la République, c'est Félix Tshisekedi. C'est son administration qui est en place. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, ça fait partie aussi de l'administration. Mais vous allez comprendre que nous allons mettre tout ça ensemble parce que le gouvernement est en train de gérer le programme du président Fachi. Donc en fait, le gouvernement, on peut appeler l'administration de la République, c'est clair. Donc, nous avons vu que l'administration de la République a bien fait son travail. On a senti la force, la renaissance d'un état de droit sur toute l'étendue de la République. Nous avons senti que la force de l'État est en train de se manifester. Au niveau de l'administration de la République, en tout cas, nous avons donné la cote 7, donc 7 sur 10. Ça, c'était le premier pouvoir, donc Samalou Condé, vu partiellement la gestion du gouvernement, en tout cas, c'est 7 sur 10. Je dis, nous partons du point A au point B. Le point A, c'était au moment où ils ont été mis en place, et au point B, c'est maintenant. Donc, ce n'est même pas une année.
Et le deuxième pouvoir, parce qu'il faudrait l'évaluer dans un tout, nous voyons le Parlement. Le Parlement, nous avons vu les deux présidents des deux chambres, ce sont des gens qui ont fait un effort pour en fait arriver à, à maîtriser les choses. Nous voyons au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Donc, ces deux présidents ont réussi à installer leur leadership. En tout cas, ça s'est fait voir et ils ont réussi à se faire un leadership dans un environnement qui était presque défavorable, dans une coalition qui ne disait pas son nom. Donc, ils ont réussi à se faire des autorités morales pour se tourner vers les desiderata du peuple. Donc lorsque le peuple parle, c'est ce que l'Assemblée, le Sénat est en train de suivre, bien sûr, en essayant d'analyser. Donc le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée générale et le Sénat, ont reçu la cote 7 sur 10. Et la troisième partie, le troisième pouvoir, c'était la justice, c'est-à-dire les causes des tribunaux. Donc, de ce côté-là, nous avons constaté que la mafia dans la justice continue. Cela est caractérisé par l'omerta. L'omerta, c'est quelque chose, on fait traîner les dossiers. On s'est dit, on fait traîner en longueur des dossiers. Et tout cela pour protéger les fautifs. Les autres petits peuples ne se pas voir parce que c'est renvoyé, encore renvoyé, et renvoyé, et c'est toujours ça. Et les pauvres veuves, les pauvres orphelins, tout ça, ça pose vraiment de problèmes. C'est cela. Donc c'est une mafia qui est en train de se faire. Ensuite, derrière le renvoi des dossiers. Donc voilà. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour terminer cela? Il faudrait faire beaucoup de tribunaux à juge unique. C'est très important. Et aussi mettre en place des tribunaux mobiles et motorisés. Ça peut être sur le bateau, dans les canaux rapides. On peut arriver à un endroit pour juger. On doit faire sentir l'autorité de l'État. On doit avoir, par exemple, à Massina, il faut des gens parce qu'il y a beaucoup de petits troubles. On peut arriver à tous les niveaux pour essayer de juger. Il y a les gens qui ont de problèmes. Mais avec les tribunaux mobiles, motorisés, sous les longs de fleuves, avec voitures, de routes, et je crois qu'on peut arriver à faire mieux. Il faudrait que le peuple sente réellement que la justice est à côté de lui. En fait, nous avons donné à la justice la cote 3 sur 10. Nous arrivons maintenant au quatrième. Le quatrième pouvoir, c'est la presse. La presse, nous avons vu que les médias publics, radio et la télévision, demeurent encore moboutistes. Donc, pas moboutistes, mais ça reste moboutisé. Donc, c'est depuis les habitudes ont continué à se poursuivre jusqu'à ces jours. Et ce qui n'est pas bien. Donc, il y a des journalistes qui sont beaucoup plus dans l'éloïsme. Nous avons vu des journalistes qui sont là, qui sont des maîtres depuis qu'on a été enfant, on a grandi, ils sont toujours là. Ils n'ont jamais publié, jamais ils n'ont cherché à aller... Bon, ils sont irremplaçables. Donc, de telles choses, ce sont des choses qui abrutissent la population, parce qu'il n'y a pas l'innovation de la jeunesse. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait des gens avec des nouvelles, des idées neuves pour faire progresser les choses. Donc, notre presse n'est pas compétitive. Actuellement, il y a par exemple l'anglais qui est une langue maintenant que si, pour être dans un concours international, il faudrait aussi connaître l'anglais. Et nos journalistes sont là et avec toutes les fautes d'orthographe qu'ils commettent, tout ça, ça ne fait pas du bon. Les journalistes devraient écrire des livres. Par exemple, les journalistes politiques écrire sur la politique. Et savoir
savoir donner la voix à la population, des choses comme ça, mais il n'y en a pas. Donc notre presse est encore au niveau rudimentaire, au contraire, cette presse est en train d'abrutir notre peuple. Et pour cela, ils ont la cotation 2 sur 10. Nous arrivons maintenant au quatrième pouvoir qui est l'armée. Bon, au niveau de l'armée et la gendarmerie, parce que nous n'avons pas la police, ça il faut le dire. Ce que vous appelez police, c'est la gendarmerie. La police est souvent recrutée au niveau provincial. C'est le gouverneur qui a cette qualité parce que la police est de proximité. Voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est là, c'est la gendarmerie. Appelons-la la gendarmerie. Alors, dans le corps de l'armée, on sent quand même un sursaut d'orgueil dans notre armée. Bon, on peut dire que le territoire national est sous contrôle, ça c'est ce qui est sûr. Le commandement est tout à fait effectif et puis il y a un certain espoir. Il y a un certain espoir. Les militaires eux-mêmes sont actuellement motivés, ils ont l'espoir. Être militaire, ça donne un peu la fierté. Et donc, pour tout cela, ce sont des félicitations qu'on peut adresser au ministre, bien sûr, de la Défense et la vice-ministre de la Défense. Donc, c'est ça, cet effort est vraiment très, très, très important, est en train d'être ressenti dans le chef de nos militaires. Et il y a aussi la lutte maintenant qu'il faudrait faire au niveau de l'armée, c'est de rendre cette armée apolitique. C'est très très important. Et nous avons donné la mention 7 sur 10 pour l'armée. Nous arrivons maintenant dans un pouvoir que nous appelons les services spéciaux. Vous savez que ces services spéciaux ont été formés c'est depuis des dizaines d'années que ce service s'occupe des tortures, s'occupe des enlèvements, s'occupe des intimidations, des tueries sans cause, des montages, des cabales. Bon, tout ça, c'est encore dans leur tête. Donc, actuellement, avec ce changement par Félix, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas réellement quoi faire dans un État démocratique, dans un État civilisé. En réalité, ces services spéciaux, c'est que nous nous conseillons maintenant à ce service, c'est que comme il n'y a plus le temps de faire des enlèvements ou de s'occuper des tortures, comme il n'y a pas tous ces temps-là de s'occuper de montage des cabales, eh bien, maintenant, votre travail sera de détecter dans la masse congolaise quels sont les bons citoyens. Parce que le président, actuellement, d'ailleurs nous allons arriver, le président a des difficultés de trouver des vrais Congolais. C'est-à-dire des Congolais qui ont un passé bien fouillé et qui peuvent servir la nation. C'est vous qui devrez faire ça. C'est le service des renseignements. À cause de cela, bon, par exemple, lorsqu'on donne à quelqu'un comme Kengwando, on lui donne de médailles, de l'ordre, je ne sais pas moi, l'ordre des Kabila. Mais c'est le service des renseignements. Est-ce que Kengo mérite cela? Donc, ce sont des bêtises que ce service est en train de faire. Vous devez être capable de pouvoir faire ce qui est vrai, ce qui est honorable pour tous. Donc, pour le moment, ce service est resté dans la mafia. On n'a pas découvert l'omerta. Ils n'ont rien fait comme découvrir, ils n'ont rien fait. Ils sont là aussi dans la loi du silence. La preuve en est que Kayim Bijessoa, il s'est donné la mort, l'autre vient de fuir. Tout ça, ça montre à suffisance que ce service, il y a encore beaucoup à faire là-dedans, si ce n'est remplacer tout ce monde-là qui ont été habitués à faire du tort à notre peuple. Donc la mention, nous leur donnons la mention 1 sur 10. Nous arrivons à un certain pouvoir, le 7e pouvoir, en fait, c'est les trésors publics. Les trésors publics, vous savez, c'est que nous avons constaté qu'il y a une absence criante de la monnaie électronique. Parce que, vous savez, ici en Europe, nous fonctionnons avec la monnaie électronique, c'est-à-dire avec votre carte.
vous pouvez arriver dans un terminal et recevoir l'argent. Ou acheter avec la carte. Vous devez acheter, vous n'avez pas besoin de liquidité. Et jusque maintenant, l'argent est en train d'être détourné justement, l'argent de paye, parce que l'argent n'est pas directement versé dans les comptes, soit des fonctionnaires, ou voilà. Et tout cela, il n'y a encore rien, donc le Trésor utilise encore le paiement manuel, et c'est pour cela que nous lui donnons bien sûr 3 sur 10. Le 8e corps, c'est un corps de l'inspectorat. Dans l'inspectorat de la République, nous voyons l'IGF, qu'on appelle l'inspection générale des finances. Nous avons l'inspection de l'administration publique, donc contrôler les diplômes des gens, tout ça, background, et ainsi de suite. Nous avons cette inspection qui doit le faire. Nous avons l'inspection judiciaire pour les cas des tribunaux et des tribunaux. Nous avons l'inspection sur l'éducation, la formation. Est-ce que quelqu'un est apte de faire ça? Est-ce que c'est bien fait le travail? Ça, c'est l'inspection, bien sûr, du travail, l'inspection de la formation de tous ces travailleurs. Donc, si aujourd'hui l'IGF est au top niveau, mais il n'en va pas de même des autres inspections que je viens de citer, c'est-à-dire l'inspection de l'administration publique, l'inspection judiciaire. Mon administration publique, on est en train de faire avec le ministère de la fonction publique, on est en train d'arranger les choses, mais en tout cas, nous sommes un peu très durs et nous avons donné la mention 3 sur 10. Et puis, il serait mieux de regrouper tous ces inspecteurs que je viens de citer dans un local. Il y a les inspecteurs militaires, les inspecteurs civils, les inspecteurs de travail, les inspecteurs judiciaires. Tous ces inspecteurs doivent constituer un corps. Voilà, ça c'était 3 sur 10. Et nous arrivons maintenant au 9e pouvoir, qui est le corps scientifique. En fait, dans notre pays, nous devions dissocier les corps scientifiques de la politique. Alors, ou bien vous vous occupez de la politique, ou bien vous vous occupez du secteur académique. Alors, vous ne pouvez pas mélanger, parce que vous êtes un mauvais gestionnaire, comme nous voyons des gens qui étaient des premiers ministres, mais qui sont des piètres gestionnaires, mais ils vont donner encore coup à ces gens-là. Vous leur donnez l'occasion d'aller encore donner, que ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ils seront là pour parler beaucoup plus de leur parti plutôt que d'autres. Donc, on sent que ça ne marche pas. Et nous avons senti qu'il n'y a pas cette dissociation du corps académique à la politique. Alors, nous donnons la mention 1 sur 10. Et nous avons un dernier pouvoir, qui est l'Église. L'Église, en fait, c'est un corps spirituel qui s'occupe de l'âme. C'est-à-dire, un homme ne peut pas vivre s'il n'a pas l'âme. Et l'âme doit être forgée par la parole des dieux, donc des choses comme ça. Donc, ce corps devrait être associé à la gestion de personnalités qui sont à élever en dignité. Vous voyez, ils n'auront pas, qu'est-ce qu'on peut dire, ils n'auront pas bien sûr un pouvoir d'imposer, mais quand même un pouvoir consultatif. On dit que, bon, écoutez, le président veut nommer tel ministre, est-ce que vous avez vu, est-ce que l'Église a un mot à dire à cela? Spirituellement. Ils sont capables, mais ils ne sont pas là pour dire oui ou non. Ils donnent leurs avis, mais c'est consultatif, ce n'est pas décisionnel. Donc, en fait, nous donnons à l'Église la mention 7. Et lorsqu'on parle de l'Église, on parle des 8 confessions. Pour le moment, ceux qui sont là, c'est 8 confessions. Et si vous êtes une seule confession, là, vous ne représentez pas l'Église. L'Église, ce sont les 7 qui doivent se réunir et donner des mentions. Par exemple, on veut nommer Samalukonde. Voilà. Bon,
son dossier doit passer à l'Église. L'Église doit dire, mais Sama, quel a été son pasteur? Quel disait son pasteur dans sa vie? Comment il a été? Donc tout ça, ce sont des aspects, et on va dire à Félix, bon voilà, la personne en tout cas était bonne à l'église, bon, en tout cas on ne l'a pas vu dans des petits jeux, voilà, des choses comme ça, et ça donne l'autorité. En fait, nous avons donné à l'église la mention 7 sur 10. Donc, compatriotes congolais, voilà l'image que la diaspora se fait bien sûr de la gouvernance de la République. Et en moyenne, nous sommes arrivés à 4 sur 10. Donc, notre pays fonctionne à 4 sur 10. C'est vraiment une félicitation parce que c'est une meilleure note du fait que nous connaissons là où nous avons commencé et là où nous allons. D'ailleurs, ça a commencé, c'est depuis janvier 2021. Donc, le pays a commencé à vivre à partir de janvier 2021. Bon, cependant, ce que nous pouvons dire aussi, et c'est très important, c'est que le gouvernement Sama Lukonde est bloqué quelque part. Ce gouvernement est bloqué par la faiblesse que nous avons constatée, bien sûr, dans la gestion des ressources humaines par le président lui-même de la République. Donc, le président de la République, Félix Tshisekedi, constitue aussi une cause qui fait que le pays, qui fait que les choses ne tournent pas réellement très très bien. Donc, Félix Tshisekedi est lui-même le talon d'Achille de son propre gouvernement. Alors, nous avons donné des raisons, nous avons donné 3 raisons. La première raison, c'est que Félix lui-même, en tant que personne, autorité, individu, tout ça, Félix a cultivé une méfiance dans ses collaborateurs. Bien sûr, pour des raisons bien évidentes. Fachi n'est pas tellement coercitif dans sa gestion, du fait qu'il croit que ses collaborateurs peuvent aussi faire mieux. Et ça, c'était une erreur. Il croyait que de la manière dont lui pense, les autres pouvaient aussi penser comme lui. Donc, il n'y avait pas un synusis. Un synusis, c'est en fait quelque chose qui dit que non, je pensais qu'il pouvait être comme moi. C'est comme Lumumba. Lumumba, avec les gens, il pensait que tout le monde comprenait comme lui. C'était ça l'erreur, la même erreur. Donc, ce sont des erreurs que nous trouvons dans tous les leaders d'ailleurs. Nous avons vu Mobutu aussi, il s'est entouré des gens, il pensait que tout le monde avait le même nationalisme que lui, mais il a vu, le premier c'était Lito qui a commencé à voler et tout ça, et puis les autres ont suivi. Il y a qui, Kabila Joseph lui-même l'a dit, moi je n'ai pas autant de 10 personnes autour de moi, donc voilà, c'est ça l'erreur que Félix est en train aussi de traverser cette même difficulté. Mais pour lui, il a détecté ça bien avant. Il a détecté que son entourage immédiat n'a pas le même degré de nationalisme que lui. Vous voyez? Et il essaie un peu de s'en défaire. Voilà, il refuse d'être prisonnier de ses amis, de ses frères, de ses amis d'enfance, tout ça. Il refuse tout ce monde-là. Ce qui fait que Félix veut faire mieux, bien sûr, mais il a la peur de son entourage. Pourquoi la peur? Parce que vous ne pouvez pas... il y a la coalition, par exemple. Voilà, ça c'est encore un peu très important. S'il essaie de faire ça, la coalition risque de sauter. Comment ça va venir? Donc, autant aller comme ça et peut-être ça va changer. Et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir et puis les temps passent et puis lui ne peut rien faire et puis ça continue. Voilà, donc vous comprenez un peu dans quelle situation il se trouve. Ça, c'est le premier point. Parce que Félix est lui-même le talon d'Achille de ce pays-là. La deuxième chose, c'est que Félix, un bon leader, il est beaucoup plus préoccupé par la vision, par le futur, par les objectifs à atteindre. Et ces objectifs, c'est pour 2023 parce qu'il doit présenter l'objectif au peuple.
Et pendant ces temps, lorsqu'il pense beaucoup plus aux objectifs, l'entourage immédiat est en train il est en train de se créer un vide dans la gestion quotidienne des affaires. Voilà pourquoi vous le voyez, il est toujours sur terrain pour inaugurer ceci, les travaux de construction. Dernièrement, c'était pour même l'électricité, parce qu'il n'a personne, il n'a confiance à personne. À Kinkole, il devrait aller pour contrôler si ce qu'il avait donné est arrivé réellement. Mais comment va-t-il le faire s'il a envoyé maintenant à l'Équateur? Va-t-il commencer à aller toujours à l'Équateur? Non, il a donné l'argent quelque part, et puis, non, c'est à Kisangani, il avait donné, non, là, ce n'est plus là. Il doit aller à Idjofa, par exemple, pour contrôler si l'argent qu'il avait donné. Vous voyez ça? Tout ça, Félix est en train de faire parce qu'il y a un vide autour de lui. Et ça, c'est très dangereux lorsqu'on est en train de gérer un pays. Et troisième raison qui fait que Félix est lui-même le talon d'Achille de tout cela, c'est que lorsqu'on perd la confiance dans ses collaborateurs les plus immédiats, on arrive toujours à cette tendance de dire que, bon, comme Joseph Kabila l'a dit, que je n'ai pas 10 Congolais. Voilà. C'est ce que Félix peut dire. Félix peut dire que je n'ai pas au moins 10 Jules Alingeti autour de moi. C'est-à-dire des vrais patriotes, des exécutants patriotes. Félix n'en a pas. Et s'il avait au moins 10 Alingeti autour de lui, en tout cas, Félix ne pouvait pas se promener comme il est en train de le faire. Voilà pourquoi la moyenne de 4 sur 10 est amplement suffisante pour la cotation de la République en général. Bon, notre souhait, c'est que Jules Alingeti puisse faire un effort pour essayer d'aider le chef de l'État en lui fournissant d'autres Jules Alingeti pour que réellement le président puisse aussi se reposer au lieu d'aller dans des inaugurations qui lui font passer beaucoup de temps parfois inutilement au lieu de s'occuper d'autres problèmes de Congolais et de s'occuper aussi des autres républiques. Enfin, des autres parties de la République. Par exemple, bon, le Katanga est un peu servi, mais il y a le Kananga, par exemple, il y a Kasaï oriental, il y a Mbandaka, bon, là, au Bas-Congo, là, c'est fait, mais il y a le Bandundu aussi qui est négligé. Donc, en fait, tout ça, Félix doit avoir des Alingeti autour de lui, des Jules Alingeti autour de lui. Donc, compatriotes congolais, voilà un peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Et puis, lorsque nous parlons toujours de la gestion des choses, nous voulons dire tout simplement que notre pays ne peut réussir que si nous mettons l'accent sur l'administration de nos territoires. Parce que, pourquoi l'administration de nos territoires? C'est une bonne chose parce que le Premier ministre l'a même souligné. Hein, mais ce n'est pas 145, bon, prenons même 145, mais parce qu'il y a d'autres villes. Il y a Lumumba-Ville aussi. Vous n'allez pas dire qu'on peut mettre Lumumba-Ville comme aussi un territoire. Il y a aussi Minembwe. Mais il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de petites villes, il y a beaucoup de petites agglomérations, tout ça, il y a aussi les découpages des territoires qui doivent être faits pour essayer de rapprocher l'administrateur des administrés. Hein, d'autant plus que nous n'avons pas beaucoup de voies routières. Donc, voilà. Donc en fait, c'est ça. Donc l'accent doit être mis sur les territoires. Donc les territoires, c'est la base de la gestion. Et si les colonisateurs avaient réussi, le colonisateur belge avait réussi à bien gérer ce pays, c'est parce qu'il avait mis l'accent sur les territoires. Il n'avait jamais mis l'accent sur la province. Mobutu a mis l'accent sur la province parce qu'il avait peur. Bon, il voulait que les autres soient confinés. Donc, c'est le gouverneur qui, même s'il ne dirige pas les autres partis, mais c'est lui le gouverneur. Voilà. Je me rappelle, je prends l'exemple du Kasaï oriental, quelqu'un qui est à Lomela, hein, c'est un territoire de Lomela. Hein, il doit quitter Lomela pour venir à Mbujimaï. Et pour, par exemple, un acte de naissance, un petit document, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'était ça. Donc, on avait beaucoup confiné. C'était dans la stratégie de Mobutu, parce que Mobutu avait peur.
c'est quelqu'un qui a connu les rébellions et tout ça. Il fallait... Mais maintenant, actuellement, nous sommes dans le monde moderne. Donc, mettre l'accent sur l'administration, c'est une très très bonne chose. Et l'administration ne doit pas être mise entre les mains de politiciens. Non. L'administration des territoires doit être mise entre les mains des gens, des cadres bien préparés. C'est là où les gens qui viennent, par exemple, de l'INA ou de l'ENDA, quelque chose comme ça, l'administration du territoire, il faudrait qu'il y ait cette école-là, ressusciter cette école. Je crois que Sama Lukonde, Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, doivent faire ça. Donc, on doit former les administrateurs. Et ces administrateurs doivent être nommés. Ils doivent être nommés parce que ce sont des spécialistes du terrain. Vous voyez, c'est très important. Et il peut y avoir aussi des maires de la ville. Par exemple, le bourgmestre. Le bourgmestre, oui, politicien, mais ayant fait l'ENDA, ayant fait cette école nationale d'administration publique, tout ça, vous voyez. Et tout ça, nous allons, si nous voulons avoir des territoires bien administrés et prospères, c'est dans ce sens-là que nous devons faire. Et le développement sera beaucoup plus rapide. Et ces cadres qui vont diriger, parce que ce sont les territoires. Vous voyez, ces cadres-ci sont formés à gérer les élections. Parce que ce sont des fonctionnaires. Ces gens-là, ce sont des fonctionnaires. On peut prendre quelqu'un de Bandundu, on l'envoie, je ne sais pas moi, dans les Kivu, prend celui des Kivu, on l'envoie. Donc c'est ça, ce sont des administrateurs, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des gens qui ont déjà la matière pour gérer ces choses. Par exemple, la gestion des élections, la délivrance des cartes d'identité, le service de l'identification, le recensement, bon, la gestion des statistiques. Ils doivent être enseignés à cela. Comment gérer l'enseignement, parce que l'enseignement et la santé doivent dépendre des territoires. Ils ne doivent pas dépendre de la province, non. L'enseignement, on donne l'enseignement à tout le monde, mais c'est l'administrateur du territoire qui doit contrôler cela, parce qu'il est là tout près. Vous ne pouvez pas attendre quelqu'un qui... Non, ça c'est... On ne peut pas abrutir les gens, donc en fait, l'administration du territoire, c'est bien sûr la base. Alors, pour cela, bien sûr, il y a des conditions. Pour cela, il faut dire par exemple que pour être là, il faut parler au moins, plus ou moins, trois des 4 langues de la République, voyez, en dehors du français et de l'anglais. Très important actuellement avec l'outil de l'Internet. Si vous ne connaissez pas l'anglais, beaucoup de choses vont vous échapper. Donc, connaître plus ou moins 3-4 langues, c'est quelque chose de très important. Et puis, l'âge est très très important parce qu'avec les nouveaux instruments de l'Internet, il faut vraiment des jeunes qui ont l'innovation dans leur tête. Et nous avons aussi l'adaptation, il faut connaître aussi la technologie comme je sais, il y a les Zoom, il y a WhatsApp, il y a Twitter, actuellement je vois il y a des conseils de ministres qui se tiennent par vidéoconférence, mais il faut savoir aussi manipuler tout cela. Mais les jeunes ont cet esprit beaucoup plus d'adaptabilité et d'innovation dans le... Bon, voilà, compatriotes congolais, c'est qu'on pouvait dire. Je peux m'arrêter à ce niveau, mais je peux un peu continuer à parler un tout petit peu sur les élections. Si je veux un peu parler des élections, parce que nous nous approchons des élections, et cela risque de poser des petits problèmes. Actuellement, les élections sont plus réservées aux gens qui ont l'argent, pas aux pauvres. Or, les pauvres peuvent être mieux outillés, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire la campagne. Ça, il faut bien tenir compte de ça. On ne peut pas faire les élections seulement pour satisfaire ceux qui ont l'argent. Même tous les bourriques, ces bêtises-là que nous voyons même au Parlement, c'est parce que ce sont des bourriques qui sont parvenus à être votés parce qu'ils ont l'argent. Et l'argent, ils ont volé cet argent. Sachons-le, les gens de l'UDPS n'ont pas l'argent, donc ils ne peuvent pas arriver à faire des élections, à participer, à faire valoir le programme
Donc, ils sont dans cette difficulté. Jusque maintenant, à quelques mois des élections, bon, on voit qu'il n'y a personne qui peut se prévaloir à ce luxe de faire une campagne, malgré sa connaissance et son honorabilité. Mais il faut toujours avoir l'argent. Donc, et il faudrait bien savoir cela. Et j'ai toujours proposé que les élections doivent être faites sur la liste. En RDC, nous avons combien de plateformes, de familles politiques? Et nous avons l'Union sacrée, où vous pouvez l'UDPS faire à part, faire marche à part, mais ça serait mieux d'aller ensemble, parce que dans l'image de pays, c'est être ensemble. Et nous devons avoir une liste de l'Union sacrée, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de tous les échelons des élections. Nous avons la liste des PPRD, nous avons la liste de la MOUCA, nous avons... Donc ce sont des grands, les autres peuvent arriver, bien sûr, mais ça va poser des problèmes. Alors, le peuple, à ce moment-là, on place les gens sur des listes. Mais vous avez vécu ici en Europe, vous connaissez comment les élections se font ici. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de problème pour cela. Parce que le peuple vote des listes, des gens qui sont sur la liste. Le Congrès a eu soin d'enregistrer ces gens selon leur capacité. Il y a des têtes de liste, ainsi de suite. Donc, l'honorabilité de la personne est déjà testée au niveau du Congrès de la plateforme. C'est très important. Et c'est la liste que nous représente. Et là, le peuple vote seulement des listes. Prenez tout simplement qu'il y a 4 listes. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est ainsi qu'ici, lorsque les élections terminent, on a le temps au bout de quelques temps, on a le résultat parce que les tendances sont connues, parce que les gens auront à voir les noms des gens sur leur bulletin de vote. Ils votent les gens qui sont déjà sur des... Voilà, c'est pas trop difficile de comprendre. Et que les sièges au Parlement seront repartis au prorata des sièges, au prorata de ce que vous avez reçu. Donc, c'est dans le sens, c'est la proportionnelle, en fait. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose de très important pour éviter toutes ces bêtises dans notre pays. Faire croire que c'est l'argent. Sans argent, on ne peut pas parler pour ce pays. Il faut avoir l'argent. Il faut mettre ça en tête. Et si, non, en tout cas, ça, on doit mettre fin à cela. S'il y a le changement, ce changement commence à cela. Alors, il y a quelque chose de très important, et ça fait débat dans la masse, c'est que le Congolais pense que lorsqu'ils vont voter, c'est alors qu'ils donnent le pouvoir à cette personne. Non. Lorsque, au niveau, par exemple, de la présidentielle, parce que là, c'est un vote individuel, là, il n'y a pas de liste. Lorsqu'on vote quelqu'un comme président, les élections présidentielles, vous ne votez pas cette personne et automatiquement, il a le pouvoir. Le pouvoir, j'appelle ça l'impérium. Non. On vote pour quelqu'un, donc on vote pour quelqu'un, voilà, mais on peut voter un budget. On vote pour quelqu'un, on peut voter contre quelqu'un. Lorsqu'on vote pour un candidat, c'est pour lui donner la légitimité de parler en votre nom. Ça, nous devons nous comprendre. Donc, vous lui donnez la légitimité. Vous lui donnez la capacité de parler en votre nom. Mais ce n'est pas ça le pouvoir. La légitimité ne donne pas le pouvoir. Mais vous pouvez user de cette légitimité pour avoir le pouvoir. Admettons par exemple, lorsqu'il y a eu les élections, les dernières élections, Fayulu a eu, c'est pas moi, 70 ou 80%. Mais Fayulu pouvait actionner cette légitimité parce qu'il avait tout le peuple avec lui. Il devrait actionner cette légitimité pour avoir le pouvoir. Mais lui ne l'a pas fait. Il a préféré fuir et aller rester en Europe. Et donc, c'est ça la difficulté avec nous. Le pouvoir se définit beaucoup plus par l'impérium. Et lorsque vous voyez maintenant l'impérium, l'impérium se transmet. C'est comme un pouvoir d'un chef coutumier qui transmet le pouvoir à l'autre. Et l'impérium se transmet. Où s'arrache? L'AFDEL avait arraché l'impérium.
Ça, nous comprenons. Faisons la différence entre la légitimité qu'on donne aux élections et l'impérium qui se transmet. J'ai déjà donné toujours le cas de Hillary Clinton qui avait battu Donald Trump en 2016, je crois, en 2016. Mais il était battu parce qu'il n'avait pas l'impérium. Dernièrement aussi, Trump a refusé à donner l'impérium à Joe Biden, mais là-bas parce que les institutions sont très fortes. Voilà pourquoi Trump ne pouvait rien faire, il a fui et ainsi de suite. Il a refusé de transmettre le pouvoir, mais les institutions là-bas sont déjà préparées. Et cela doit être aussi le cas pour la RDC. Nous devons, dans notre nouvelle constitution, nous devons penser au moment où le président sortant ne veut pas laisser le pouvoir, qu'il doit faire. Voilà pourquoi, après 2023, nous devons avoir une nouvelle constitution faite avec des gens capables de pouvoir penser à tous ceux qui sont comme éléments qui sont survenus dans les autres États. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là. Donc, comme j'ai dit, le pouvoir se transmet. Il se transmet comment? Par exemple, Félix, que nous avons ici, parce qu'il va gagner en 2023, là, ne nous leurrons pas, hein, il va gagner. Bon, en 2028, Félix sera obligé de passer le pouvoir. Et pour cela, il doit former les gens. Il doit former les gens, il doit connaître qui sont ces gens, parce que le pouvoir, il doit transmettre ce pouvoir. Et lorsqu'il transmet ce pouvoir, ce n'est pas pour que la personne à qui il va transmettre puisse détruire cette nation. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait. Et il ne faudrait pas détruire cela. Et donc en 2028, nous aurons arrivé à cela. Lui-même, Félix a pensé à une femme. Mais une femme, ce n'est pas que quelqu'un... Vous n'allez pas la choisir comme ça, non. Cette femme va passer... Elle doit être comme Hillary Clinton, c'est-à-dire elle est capable de parler, elle est capable de maîtriser, elle est forte sur terrain, et tout ça. Et puis il y aura aussi d'autres candidats, parce que c'est comme ça. Il n'y aura pas seulement un seul candidat. Elle peut être là, à côté des autres, et puis nous allons dans la compétition. Parce que, bon, en fait, je ne peux pas dire que je serai là, mais c'est toujours tentant d'être aussi candidat aux élections de 2028. Donc en fait, nous allons nous retrouver dans cet environnement où maintenant nous devons nous battre. Et les élections seront bonnes lorsqu'il y aura les résultats des PV. Hein. Les PV sont là. Donc on peut mettre ce qu'on est en train de discuter au niveau de Senco ou des CENI. Non, mais il ne faut pas avoir peur parce que le problème est que même votre ennemi peut organiser les élections, mais lorsqu'il y aura des PV, il va démontrer tous les PV. Mais il y a la transparence, il n'y aura pas de problème. Donc c'est dans ce sens-là. Et nous pensons que notre République sera une bonne République dans l'avenir et qu'il n'y aura pas tellement beaucoup de problèmes, compatriotes congolais. Et j'essaie tout simplement de vous faire voir que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas continuer. Je pouvais parler encore sur l'Union sacrée et les autres, mais le temps aussi, hein, il ne faudrait pas vous donner trop du temps à cela. Et ce que moi je peux dire pour terminer, c'est que nous devons savoir que les relations entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ce sont des relations de pouvoir. Le pouvoir se transmet pour raison de confiance. Ne donnez jamais le pouvoir à quelqu'un que vous allez voir qui va détruire tout ce que vous avez construit. Félix ne donnera jamais le pouvoir à quelqu'un en qui il voit que ce monsieur fera du tort aux Congolais. Il ne le fera jamais. Compatriotes, c'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi, pour avoir le pouvoir, il faudrait être dans les institutions. C'est comme Eve Bazaïba. Eve Bazaïba est dans les institutions. Lorsque Eve Bazaïba sera dans la mire de Félix, Eve Bazaïba ne le saura même pas. On va tout simplement mettre les services de renseignement à ses trousses, contrôler, fouiller dans son passé, voir comment il est en train de faire, comment il réagit, ses émotions, tout ça. Et lorsque maintenant le rapport va arriver à Félix, Félix mettra les yeux sur elle. Et petit à petit, vous verrez qu'on va l'envoyer à ceci, elle sera ministre des Affaires étrangères, peut-être à un certain moment, elle sera Premier ministre, tout ça, elle sera rodée à comprendre le rouage, et à ce moment-là, elle peut être présidente de la République.
Et Félix sera calme parce que... Mais ce n'est pas quelqu'un qui sort du dehors. Moi, par exemple, en quoi il va faire? Je peux me battre, mais il n'est pas sûr de moi. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Je n'ai pas travaillé avec lui. Il ne connaît pas mes tempéraments. Il connaît que je suis... je parle, je suis bavard peut-être, mais j'ai de belles idées peut-être. Mais vous voyez, tout ça, ça s'étudie. Il faut être mis dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est le service des renseignements. Il faudrait qu'on fouille votre passé. Est-ce que votre papa c'est un Congolais? Votre maman c'est un Congolais? Est-ce que dans votre famille il y a des drogueurs? Est-ce que vous n'avez pas eu des influences négatives? Et tout ça, ça se travaille. Et lorsqu'on se dit oui, c'est ça, eh ben, c'est Félix qui nous dira de soutenir tel candidat. Et lorsque lui le dit, mais c'est facile que tout le monde accepte parce que lui a toutes les informations sur chacun de nous. Et s'il veut préparer quelqu'un, il est capable de le préparer. Voilà pourquoi j'ai dit que les relations entre Félix et Joseph Kabila sont des relations de pouvoir. Et après Félix, il fera des relations de pouvoir avec son remplaçant. Donc, compatriotes congolais, voilà ce que je pouvais dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis très content que nous arrivons là. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala.